Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Fanny Dirksen, alias Fanny de Poel, n'est pas à une surprise près. En effet, l'enfant de Bévillard, ancienne policière, s'est lancée dans la musique, tout le monde le sait, en 2016 pour nous donner un style tout à fait unique qui a mêlé chansons françaises, slam et poésie. Et aujourd'hui, elle nous livre presque ses secrets dans un livre et on en parle avec elle puisqu'il est désormais en librairie. Fanny Dirksen, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Claudia. Alors, c'est assez rigolo parce que vous avez toujours refusé de parler de votre vie privée, normalement. Et puis là, vous êtes allé sur tout un bouquin, sur plusieurs pages, sur votre enfance, sur votre scolarité, sur vous, vos tares et vos qualités. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire une autobiographie ? C'était pas un souhait, hein. J'avais pas ce rêve-là depuis enfant, pas du tout. C'est juste que les éditions Favre m'ont contacté un jour avant le Covid et m'ont dit en fait on aimerait éditer vos textes. Et moi je me suis dit la belle affaire, tenez, clé en main, voilà. Et là ils m'ont dit non, on aimerait éditer vos textes mais on veut votre patte avec. Et le pire, c'est qu'on vous donne carte blanche. Et là je me suis dit ok, une carte blanche avec une maison d'édition qui vient te chercher, faut quand même l'honorer. Et on a un peu discuté à savoir ce qu'ils voyaient comme carte blanche. Et puis nous, tout de suite, ils m'ont dit, en fait, on aimerait des anecdotes, des choses de votre quotidien, etc. Et puis c'est comme ça que j'en suis venue à me rendre compte que finalement, ma vie méritait peut-être d'être un petit peu décrite pour qu'on voit où ça m'a menée. Alors c'est Fanny Dirksen qui raconte un peu son parcours jusqu'à ce qu'elle devienne Fanny de Poel. La Fanny Dirksen, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique à la base, qui se raconte pas facilement. Et je pense que même la première réaction, ça a dû être, mais je vais pas te déballer ma vie privée, non ? Ah oui, ça a clairement été ça. Et puis après, d'un autre côté, évidemment, j'ai choisi ce que j'y mettais dans ce livre. J'ai eu aucune obligation. Mais c'est vrai qu'il y a eu un transfert, en fait, entre le moment où j'avais le PDF de correction sous les yeux et je me disais, ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et le moment où j'ai tenu le livre et je l'ai ouvert, et il y a quand même 2-3 fois où je me suis dit, mais pourquoi t'as mis ça ? Et il y a effectivement 2-3 trucs qui sont peut-être allés un petit peu plus loin que ce que j'aurais imaginé. Mais finalement, c'est moi qui l'ai mis. Comme quoi, par exemple ? Peut-être tout mon passage à l'école de commerce où j'expliquais à quel point j'étais mal dans ma peau, etc. Et puis d'un autre côté, je me dis, mais c'est aussi légitime que j'en parle puisque c'est aussi ce qui a créé ma vie. Et puis c'est justement ces petits riens alignés qui ont fait que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'assume. Il fallait quand même être bien dans ses baskets, bien aligné, comme vous dites, avec votre vie, avec votre carrière maintenant, avec vos succès, pour pouvoir faire même s'il n'est peut-être pas allé jusqu'au bout du bout et que vous êtes resté pudique, pour pouvoir aller gratter un tout petit peu dans son passé, dans son enfance. Oui, il faut être bien dans sa tête et ses baskets pour faire un truc comme ça, c'est vrai. Et ce dont je me suis rendu compte, en fait, en l'écrivant, c'est que finalement, ça me servait autant comme exutoire que comme thérapie, parce que c'est vrai qu'en étant pendant 7 ans à la police, par exemple, j'ai eu beaucoup de choses sur mes épaules que j'ai pas forcément sorties, j'ai jamais eu d'aide, je suis jamais allée voir un psychologue ou quoi que ce soit. Et d'écrire ce livre, en fait, ça m'a fait sortir plein de mots, plein de trucs que je gardais un peu coincés dans la gorge, et de les mettre comme ça sur le papier, ça a été un petit peu comme si je les évacuais, et puis que maintenant, ils m'appartenaient plus, mais ils appartenaient aux autres qui voulaient bien les lire. Et il y a quelque chose d'assez joli là-dedans, dans ce côté justement libérateur. Notamment, j'ai presque envie de dire que c'est enfin vous acceptez d'être complètement anormale et complètement folle, complètement perchée et que c'est même, vous le revendiquez, quoi. Oui, je le revendique, mais c'est vrai que ça a été dur à accepter parce que quand, je le dis dans le livre, quand j'étais petite, mes profs disaient à mes parents que j'étais pas normale, qu'il fallait que j'aille voir des spécialistes. Et puis mes parents ont toujours refusé ça. Je pense qu'aujourd'hui, des parents ne refuseraient plus en fait d'aller voir quelqu'un pour les aider. Mais je reconnais qu'effectivement, je suis montée à l'envers, je suis de Bizingue, je suis de Traviole, je suis breloquente, mais j'en suis fière et je pense que chaque personne qui vit quelque chose comme ça et qui se rend compte de son anormalité devrait le revendiquer et puis en faire une force, dès le moment où il en a la possibilité, évidemment. Alors on vous découvre justement dans ce côté à l'école où vous n'étiez pas forcément
très très bien. Vous avez même fait quelques bêtises puisque vous avez séché l'école pour faire d'autres choses. On laisse quand même la surprise aux gens de le découvrir. Mais ce qui traverse effectivement tout le livre, c'est l'amour infini que vous avez pour votre famille, vos parents, votre grand-maman. Il y a des passages extrêmement touchants concernant votre grand-mère, qui est celle qui a semé la petite graine de la poésie chez vous et qui l'a fait pousser. C'est quelque chose que vous aviez besoin aussi de lui rendre hommage? Bah oui, d'une part parce qu'elle nous a quittés il n'y a pas longtemps, parce que toute sa fin de vie, en fait, j'ai jamais passé autant de temps avec elle qu'au moment où je sentais que ça allait être la fin. Et c'est vrai que c'est encore ces moments-là où on a partagé énormément de choses, où on s'est remémoré beaucoup de souvenirs. Et puis pour moi, c'était essentiel de lui rendre cet hommage-là. Ce qui me tue un peu le cœur, c'est que je n'ai pas pu lui offrir ce bouquin, quoique je pense qu'elle aurait plus pu le lire parce qu'elle ne voyait plus très bien. Mais oui, c'est un livre elle était passionnée par les livres, elle était passionnée par la poésie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de pouvoir avoir un truc comme ça en main, je sais qu'elle est foutrement et diablement fière, et ça, c'est un truc qui est cool, ouais. Alors, je disais, c'est traversé par cet amour infini que vous avez pour vos parents. Mais vous n'y allez pas non plus avec le dos de la cuillère, notamment vis-à-vis de votre papa et de votre manager. D'ailleurs, il le dit, elle balance, elle balance, elle balance. C'était aussi une manière un peu non pas de régler les comptes, mais de remettre les pendules à l'heure. Non, je crois que c'est de mettre en pratique l'expression qui aime bien châtie bien. On s'aime de tout cœur. Je pense que tout le monde qui a une fois, un jour ou l'autre, travaillé avec ses parents sait à quel point c'est difficile, détestable, déstabilisant, et à quel point c'est aussi un climat de confiance magnifique. Et c'est vrai qu'avec mon père, on a toujours été Titi et Gros Minet, Tom et Jerry. Enfin, il y a vraiment ce contraste de Tex Avery et de petite fille papa qu'on manie à merveille, mais on s'aime fort, on se gueule dessus avec beaucoup de tendresse. Et c'est vrai que ça, je l'ai bien fait ressortir dans le livre. Or que c'est vrai que quand tu parles de maman, là, pour le coup, il y a vraiment que de l'amour, de la tendresse, etc. Et c'est aussi finalement le contraste que j'ai entre mes deux parents. Avec maman, c'est tout ce qui est rassurant, ce qui est tendre et doux, et puis avec papa, c'est tout ce qui est beaucoup plus piquant, ce qui est plus terre-à-terre, ce qui est plus administratif, carré, etc. Et moi, je trouve que c'est beau de pouvoir avoir ces deux pans-là avec ces deux parents. Alors, dans ce livre, en fait, on vous découvre aussi... j'allais dire dessinatrice, parce que vous écrivez vos textes, on les voit écrits avec vos fameuses majuscules, mais on voit tous vos croquis, vos dessins, des mots glissés à gauche et à droite. C'est quelque chose que vous avez toujours fait depuis... c'est comme un pilier dans votre parcours artistique? Ah, le gribouillage, oui, moi ça a été, c'était forcément toujours le gribouillage téléphone. Au début, quand on passe un coup de fil, on fait des dessins qui n'ont ni queue ni poire. Et puis avec le temps, c'est vrai que je me suis pris de passion pour ce genre de trucs. Donc j'ai acheté plein de cahiers, plein de carnets, et puis je les ai remplis au fil du temps. Et puis je me rends compte que finalement, c'est aussi comme l'écriture, ça laisse place à une créativité, une imagination débordante, même si c'est pas beau. Moi, je cherche pas à faire des trucs jolis. Si tout à coup il y a quelque chose d'esthétique, c'est un pur hasard. Et le reste, moi, j'aime bien quand c'est bordélique, quand c'est plein, quand c'est foutraque, quand c'est de travers, etc. Et c'est vrai que je joue surtout avec ça. Mais oui, j'ai rempli beaucoup de feuilles, de carnets et de choses comme ça. Justement, le parallèle entre l'écriture musicale et l'écriture graphique, vous la faites? Des fois, ça va en parallèle, les deux choses? Oui, ça peut, mais jamais en même temps. Je crois que quand je suis en période d'écriture, je suis vraiment focus sur des mots, sur des lettres, sur la musicalité des phrases, et je fais pas de dessin. Et quand je fais du dessin, c'est que généralement j'ai soit une pause dans la musique, ou j'ai simplement la page blanche en fait que j'arrive pas à remplir, et je me dis ok, à défaut de rester devant une page blanche, je remplis là avec d'autres choses, et c'est comme ça que je remplis des pages avec des manières de faire ressortir quand même tout ce qui est à l'intérieur. C'est ce besoin que j'ai depuis toute petite, et depuis que j'ai commencé à créer des choses, c'est de remplir. En fait, j'ai horreur d'une page blanche qui reste blanche. Donc c'est pour ça aussi peut-être que dans mes textes, je remplis mes calepins pour avoir le plus de mots possible, et on voit des textes qui sont très fournis. Et pour les dessins, c'est pareil, si j'ai une feuille, j'ai envie qu'elle soit pleine de haut en bas, et je ne vais pas laisser de place au minimalisme, et je crois que je joue pas mal avec ça. Alors, juste pour terminer, en fait, vous semblez très agitée, très créative et tout ça, mais en fait, vous le dites, vous l'avouez, vous êtes un chien, en vrai. Ah, un chien à chignon, ouais. C'est ça.
C'est ça, Et parce que vous voulez vivre l'instant M. bah oui, parce que mon chien m'a appris ça, en fait, à découvrir ce que c'était que la minute M, le jour J et l'heure H. Et je crois qu'il n'y a pas plus belle vie que celle-là, dès le moment où on a la possibilité de la vivre ainsi. Mais un chien, ça a des projets à 60 secondes. Et je trouve génial de pouvoir se dire, OK, dans 59 secondes, je me lève pour aller boire et après, retour à la sieste et on verra plus tard. Et je trouve que l'humain a beaucoup à s'imprégner de ça. Et moi, j'essaye de me caler là-dessus le plus possible. Fanny Dirksen, qui raconte Fanny de Pool. C'est dans un livre très richement illustré qui vous ressemble beaucoup. Il est drôle, il est émouvant, il est engagé, il est perché aussi, évidemment. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous, c'était un plaisir. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous tout bientôt sur Télébinag.